Bonjour Bernard Guetta. Bonjour. Je le rappelle, vous êtes député européen Renew. On va forcément parler de cette très longue interview du président de la République donnée à l'occasion du 14 juillet. Et évidemment, au vu de la situation internationale, une longue part a été consacrée à ce conflit en Ukraine. Il faut nous préparer à ce que cette guerre dure. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron hier, en affirmant aussi que la France cherche aujourd'hui à empêcher l'extension géographique à d'autres parties prenantes de cette guerre. Est-ce que, selon vous, ce risque aujourd'hui est réel et plus encore aujourd'hui? Mais nous sommes d'ores et déjà, on fait d'ailleurs depuis le 24 février, dans un conflit qui se mondialise. Alors je ne dirais pas que c'est la troisième guerre mondiale, parce que dans la première et dans la deuxième, la plupart des grandes et moyennes puissances de l'époque étaient engagées militairement sur le terrain. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais regardons les conséquences de cette guerre. Elle touche déjà le Proche-Orient, l'Afrique, par le problème de la famine. Et on y reviendra du blocage et de ce blocage de la possibilité d'une famine, puisque les récoltes ukrainiennes, un des grands fournisseurs en céréales, sont bloquées aujourd'hui. Les prix de l'énergie s'emballent sur tous les continents, pas seulement en Europe, sur tous les continents, avec les conséquences économiques que nous constatons et que nous pouvons imaginer dans l'avenir. En Chine, la guerre d'Ukraine repose la question de Taïwan, cette partie de la Chine qui est de l'autre côté d'un détroit, d'une zone maritime et que la Chine revendique. Bref, on est dans une situation où un vaste point d'interrogation est posé sur le monde. Et quand le président de la République dit que cette guerre va durer, elle va durer sur le terrain, mais si elle dure sur le terrain, eh bien, l'extension politique et économique, je ne dis pas forcément militaire, Absolument. mais politique et économique de cette guerre, ben oui, va se poser. Et on y reviendra justement sur ses conséquences économiques notamment, mais sur la tonalité. Certains commentateurs l'ont trouvé particulièrement alarmiste avec ces mots. Est-ce que vous partagez cette analyse? Est-ce que finalement le président de la République, dans cette franchise de dire aujourd'hui aux Français ça va durer, et dans la bonne tonalité selon vous? Je vais vous surprendre, moi je l'ai trouvé modéré dans son ton. J'ai pensé qu'il aurait pu, je ne dis pas qu'il aurait dû, je ne sais pas, mais en tout cas il aurait pu certainement être encore plus alarmiste, beaucoup plus alarmiste qu'il ne l'a été, parce qu'il a dit les choses. Il a dit les choses, bon, tout est sur la table pour les Françaises et les Français. Mais le ton qu'il a gardé, qui était un ton de retenue, de très grand calme, de hauteur, de distance, oui, était approprié pour un chef d'État. Était-il absolument approprié pour la situation? Peut-être aurait-il pu dramatiser encore un peu plus. Il est revenu sur la situation particulière du Donbass en disant que l'été et le début de l'automne seront sans doute très durs. Est-ce que vous avez eu écho d'éléments précis qui accréditeraient cette... On voit la situation sur le terrain. Monsieur Poutine espérait, quand il a lancé son offensive le 24 février, être à Kiev dans les 3 jours. Il espérait visiblement être accueilli à Kiev comme un triomphateur. Le 15 juillet, on voit où la situation... Le 15 juillet, on voit où on en est. Très rapidement, il a dû faire confluer toutes ses forces sur une seule région de l'Ukraine, le Donbass. Et naturellement, il voudrait obtenir maintenant sa première victoire, parce qu'il n'en a encore obtenu aucune victoire majeure. Et sa première victoire, ce serait pour lui conquérir l'ensemble du Donbass. Eh bien, évidemment qu'il met une pression formidable. Avant de venir et on en parlait aux conséquences économiques, en tant que fin connaisseur que vous êtes de la Russie, des échos nous parviennent sur les pertes russes, justement. Difficile d'estimer le nombre de soldats tués, entre 35 et 40 000. On apprend que des prisonniers sont recrutés à prix d'or, que l'on propose des salaires de près de 6 000 € par mois, sorte de chair à canon, pour se concentrer justement dans cette zone du Donbass, pour combattre, parce que les hommes viennent à manquer. Il s'attendait, le maître du Kremlin, à de telles pertes. C'est finalement dans la lignée de ce que vous décriviez. Il ne s'attendait évidemment pas à de telles pertes parce qu'il pensait gagner en 3 jours. Et maintenant, il se trouve devant une situation politique extraordinairement difficile parce que, écoutez, la population russe, c'est grosso modo 3 fois la population ukrainienne. Alors on s'est dit, pas de problème pour M. Poutine. Il aura beaucoup plus de soldats que les Ukrainiens. Oui,
Sauf que les Ukrainiens, aujourd'hui, c'est un peuple en armes. C'est un peuple qui défend son territoire, qui défend ses enfants, ses parents, ses femmes. Monsieur Poutine, c'est un homme qui a dit à la Russie, qui a interdit, sous peine de 15 ans de prison, l'emploi public du mot guerre. Non, c'est une opération militaire spéciale. Et sur la télévision et les médias russes, à longueur de journée, en effet, sont rabâchés cette rhétorique. Exactement, on ne dit pas guerre. On ne dit pas guerre, c'est une opération militaire spéciale. Et donc, M. Poutine ne peut pas, sans grand danger politique, décréter une mobilisation générale. Parce qu'à ce moment-là, les familles vont se révolter. Les jeunes appelés sous les drapeaux qui n'ont aucune envie d'aller mourir pour une guerre dont ils ne voient pas l'objet, évidemment pas. Eh bien, là, M. Poutine entrerait dans une situation véritablement difficile. Donc, il lui faut trouver des hommes sans mobiliser. Et pour trouver des hommes, eh bien oui, on fait appel... Enfin, on tente de faire appel à des prisonniers, à des chômeurs, à des gens désespérés, à des gens dans une situation difficile qui se disent « bon, ben, je vais peut-être mourir, mais au moins je ne mourrai pas de faim ». Ça ne faisait certainement pas partie de sa stratégie initiale. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Si on parle de ce qui se passe sur le terrain, hier nous a marqué cette frappe dans le centre du pays, Venezia, plus d'une vingtaine de victimes. Avec ces mots qui nous ont interpellés de la part de l'Union européenne, toutes les personnes responsables de ces atrocités devront répondre de leurs actes. Est-ce que finalement ces menaces de l'Europe ont encore aujourd'hui un poids face à Vladimir Poutine? Est-ce que c'est encore un effet ou cela paraît complètement dénué de sens? Non, non, ce n'est pas dénué de sens parce que la Russie de M. Poutine, je ne dis pas la Russie tout court, la Russie de M. Poutine ou M. Poutine tout court commettent des crimes de guerre quotidiens. Et ce n'est véritablement pas une exagération en Ukraine. Et les hommes qui sont responsables de cela devraient être évidemment justiciables, répondre de leurs actes devant la justice et devant la justice internationale. Est-ce que ce sera possible ? Mon Dieu, ça c'est extrêmement compliqué. On le sait, le fonctionnement de la justice nationale est toujours compliqué, d'autant que le tribunal de La Haye, bon... Il y a l'ONU, il y a le droit de veto au Conseil de sécurité, les procédures sont très longues. Mais dire tous les jours que ces hommes sont responsables et devraient être passibles aujourd'hui de poursuites pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, bien sûr qu'il faut le dire. Cela fait de très longues semaines qu'Emmanuel Macron ne s'est pas entretenu avec Vladimir Poutine. L'Élysée fait finalement connaissance de ces communications entre les deux hommes. Elles n'existent plus depuis plusieurs semaines maintenant. Ça traduit quelque chose de particulier pour vous ? Écoutez, je ne suis pas dans la confidence ni de M. Poutine, ni même de M. Macron sur ce terrain-là, mais pendant de longues semaines, Emmanuel Macron a fait tout ce qu'il pouvait, et il faut l'en remercier, tout ce qu'il pouvait d'abord pour éviter la guerre et ensuite pour obtenir de M. Poutine qu'il recule, qu'il rappelle ses troupes. Il a échoué. Il a échoué. Pourquoi il a échoué? Non pas parce qu'il aurait manqué de talent ou de persévérance, pas du tout. En tout cas, pas de persévérance, en tout cas, pas de talent. Mais tout simplement parce que M. Poutine veut gagner. C'est tout. Il veut gagner militairement. Il veut écraser l'Ukraine. Est-ce qu'il y parviendra? Ce n'est pas certain. Ce n'est pas certain du tout, parce que cette guerre provoque des problèmes économiques, politiques et diplomatiques très, très lourds pour la Russie. Que deuxièmement, le front des démocraties tient. Les fournitures d'armes à l'Ukraine sont régulières, constantes et se développent, et c'est heureux. Certains demandent un contrôle un peu plus ardu d'ailleurs sur ces livraisons d'armes. Bien sûr qu'il faut les contrôler, évidemment qu'il faut les contrôler. Sur Vladimir Poutine, il faut continuer à discuter, continuer de tenter, en tout cas si c'est possible, si une fenêtre de tir devait apparaître. Mais écoutez, par exemple, en ce moment même, enfin la semaine dernière, il y a 2-3 jours encore, se tenaient en Turquie des conversations entre des Ukrainiens, des Russes, les Turcs et des représentants de l'ONU. Sur les céréales, en effet. Exactement. Pour essayer de débloquer l'exportation des céréales ukrainiennes. Il semble qu'un accord puisse voir le jour. Ce n'est pas encore signé. On va croiser les doigts et on ne va pas le dire par superstition. Mais c'est vrai que
on va dire ça comme ça, c'est vrai que les choses semblent évoluer dans le bon sens. Mais ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait, restons prudents. Bernard Guetta, sur la question cruciale de l'énergie et du gaz russe notamment, il y a eu ces mots d'Emmanuel Macron hier: nous devons nous préparer à un scénario où il faut nous passer en totalité du gaz russe. Sur la tonalité, je disais alarmiste, vous n'étiez pas forcément d'accord sur ce qualificatif. Mais il y a encore quelques semaines, la France laissait planer que nous avions les réserves suffisantes. On sent malgré tout cette pression apparaître, euh, en répétant que nous n'avons pas la même dépendance avec nos voisins européens. Il faut agir de concert là-dessus, sur cette Mais écoutez, question de l'énergie. il faut totalement agir de concert, parce que c'est vrai que grâce au nucléaire, on pourrait s'en sortir, passer entre les gouttes. Peut-être avec des dégâts marginaux, mais on pourrait passer entre les gouttes. Mais si l'Allemagne entre dans une période de grandes difficultés industrielles, économiques, sociales, politiques, à cause de cet arrêt des livraisons de gaz russe. Eh bien, les répercussions de cette dégradation de la situation économique en Allemagne sur l'économie française seront évidemment très grandes. C'est notre principal partenaire. Alors, Le véritable effet domino, finalement, on peut se dire et se redire que nous sommes moins dépendants, mais malgré tout, les conséquences pour la France seraient réelles. bien sûr que oui. Bien sûr que oui, et bien sûr que, étant donné cette situation d'effet domino, comme vous dites, il faut organiser, c'est ce qui est en train d'être fait dans les 27 capitales de l'Union européenne comme dans les institutions européennes, il faut organiser préventivement, être prêt à organiser la solidarité entre les États membres. Parce que si l'un plonge, tout le monde, je ne dirais pas plonge, mais tout le monde se retrouve dans les difficultés. Donc, la solidarité, c'est un effet d'autoprotection pour chacun des États membres de l'Union européenne. Sur le plan de sobriété annoncé hier par le chef de l'État, il appelle à faire finalement attention collectivement. Là aussi, ce sont des processus et des process enclenchés dans d'autres pays européens Ah, finalement. complètement. Complètement, bien sûr, que ça se passe dans toutes les capitales européennes. Et Madame van der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a annoncé il y a quelques jours que la Commission mettait la dernière main à un plan d'urgence au cas où les fournitures de gaz russes s'arrêteraient. Donc évidemment que les dispositifs se mettent en place dans toutes les capitales et dans les institutions européennes pour parer cette situation. Alors, est-ce que ça va arriver? Je dirais que c'est malheureusement plus que possible. C'est probable. Ce n'est pas certain. Ce n'est pas encore certain. Ce n'est pas encore certain selon vous? Non, non, parce qu'il n'est pas certain que M. Poutine joue cette carte-là immédiatement. Et il utilise cette arme-là. Il peut freiner pleinement les livraisons. Il peut les réduire. Il peut faire peser la menace, etc. Fermer complètement le robinet. Vous savez, pour un fournisseur, c'est très, très grave d'arrêter, de rompre le contrat unilatéralement. Parce qu'à ce moment-là, les clients éprouvent des difficultés, rencontrent des difficultés, évidemment, mais se souviennent sur la très, très longue durée, que le fournisseur a manqué à sa parole. Et à ce moment-là, on cherche d'autres fournisseurs. Et à ce moment-là, la Russie perd ses clients. Mais en tant que connaisseur de la Russie comme vous l'êtes, c'est un peu retour à l'envoyeur quand on se place du côté russe, finalement, avec les sanctions économiques qui sont tombées en cascade. C'est un peu aujourd'hui leur rhétorique et leur manière de fonctionner. Écoutez, bien sûr, ils se défendent. Enfin, M. Poutine se défend comme il peut. Mais M. Poutine, là, utilise une arme, encore une fois, qui va se retourner contre lui, parce qu'il va souffrir de plus en plus des sanctions économiques européennes et occidentales d'une manière plus générale. Mais maintenant, s'il ferme le robinet préventivement, je veux dire, de son point de vue, eh bien, il se prive de rentrées de devises très, très importantes, et deux, il perd définitivement, ou en tout cas pour 25-30 ans, des clients fondamentaux pour l'économie russe. En tant qu'eurodéputé, Bernard Guetta, sur ce plan de sobriété, justement, sur le plan plus intérieur, quand il appelle finalement les Français à faire plus attention et à dire et à préparer les esprits que l'hiver sera peut-être plus difficile. Oui. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un risque politique, que ça soit mal perçu finalement, renvoyer la responsabilité, alors certes aux entreprises, aux administrations, mais aux Français eux-mêmes, il y a un risque politique finalement à dire
c'est à vous maintenant de faire attention? Écoutez, vous savez, dans une situation de tension internationale, évidemment que les gens souffrent et évidemment que les gens cherchent des coupables et que les coupables, ben, évidemment, les coupables, ce sont les hommes politiques les plus proches, c'est-à-dire en l'occurrence en France, M. Macron plutôt que M. Poutine. Mais ça, c'est le premier réflexe. Mais les Français sont prêts à entendre ça? Moi, je crois. Je crois parce que je ne pense pas du tout que nous appartenions à un peuple d'imbéciles. Je crois au contraire que les Françaises et les Français sont des gens extrêmement intelligents, extrêmement politiques, qu'ils connaissent parfaitement bien, ou très bien en tout cas, la situation dans laquelle on est. Et nous n'avons pas envahi l'Ukraine. Nous n'avons pas provoqué cette guerre. Nous nous trouvons dans une situation dans laquelle une puissance impériale qui a perdu son empire, et non pas à la suite d'une guerre, qui a perdu son empire à la suite de l'implosion, du système politique communiste, et de cet empire russe, eh bien, voudrait reconquérir l'empire. Imaginons que demain, un Premier ministre britannique se mette en tête de reconquérir l'Irlande. C'est exactement la situation dans laquelle nous sommes avec M. Poutine. Ça ne semble pas se profiler. Non, mais... ça ne semble pas se profiler, parce que ce serait totalement absurde, totalement délirant. Eh bien, c'est ce que fait M. Poutine avec l'Ukraine. Il veut reconquérir un pays qui est devenu indépendant et qui affirme son indépendance depuis 30 ans, avec une fierté et un courage qui laissent pantois, je dois le dire, et en tout cas admiratif. Sur la question, et vous l'évoquiez rapidement, des céréales, il faut rester prudent, et voilà. Mais il semble que quelque chose se dégage. En effet, vous en parliez en Turquie, un accord, ça n'a pas encore été signé, mais qu'un corridor pour laisser passer ces céréales puisse se dégager. C'est un indispensable. Il faut que cela arrive le plus rapidement possible. Écoutez, il faut que ça arrive. Autrement, des pénuries alimentaires et des famines vont se développer en Afrique et au Proche-Orient. Qui dit famine dit souffrance épouvantable, des gens qui meurent de faim, tout simplement des gens qui meurent de faim au sens propre de ces mots. Mais quand les gens meurent de faim, eh bien, ce sont des troubles sociaux, ce sont des guerres civiles, ce sont des bains de sang, ce sont des vagues de réfugiés qui viendront non pas vers l'Europe, mais dans la région et qui déstabiliseront encore plus toute cette région. C'est extrêmement dangereux. Je voulais vous entendre, Bernard Guetta, sur la démission, certes refusée, de Mario Draghi hier, mais qui marque les esprits en tant qu'Européen, que vous êtes convaincu. Il accompagnait Mario Draghi, Emmanuel Macron, accompagné aussi du chancelier Scholz, ces images dans le train qui les amenait vers Kiev, cette unité européenne finalement, pour notamment accéder à la candidature demandée, répétée de l'Ukraine à une adhésion à l'Union européenne. Ça marque le pas, c'est un symbole fort, cette démission de Mario. Alors, écoutez, ça pourrait fragiliser. Non, je ne le pense pas. La démission de Mario Draghi n'a rien à voir avec la situation en Ukraine. Sur le plan intérieur. C'est véritablement un problème de politique intérieure et c'est lié à l'affaissement de ce mouvement populiste qui était devenu, il y a quelques années, le premier parti en Italie, le mouvement 5 étoiles. Et ce mouvement s'écroule. Et ce mouvement était rentré, si j'ose dire, dans le rang, en participant à une coalition gouvernementale avec M. Draghi. Et ce mouvement est tellement mal à l'aise qu'il se déchire. Les uns veulent sortir du gouvernement, les autres y rester. Ils vont probablement finir par y rester, en tout cas les élus, sénateurs et députés de l'Assemblée nationale. Je pense que tout n'est pas déjà perdu à Rome, qu'on ne va pas forcément déjà vers des élections anticipées. Mais oui, il y a une vraie crise, mais une vraie crise qui, paradoxalement, donne un bon signe, parce qu'un mouvement populiste qui disait absolument n'importe quoi, enfin pas d'ailleurs n'importe quoi, tout est son contraire, parfois de bonnes choses, et parfois des choses absolument absurdes et délirantes, eh bien ce mouvement est en train de s'écrouler dans l'opinion au profit de forces politiques parfois plus raisonnables. C'est marrant quand je vous entends parler de la situation italienne. En parallèle, entre les lignes, j'entends peut-être ce qui se passe ici. Vous parlez de coalition gouvernementale. C'est quoi? C'est pas forcément l'alpha et l'oméga aujourd'hui pour... Les coalitions gouvernementales? Écoutez, je ne sais pas si c'est l'alpha ou l'oméga, mais c'est devenu la loi dans toute... Enfin, la loi.
la situation générale dans toutes les démocraties. Parce que regardez par exemple aux États-Unis, le Parti républicain, comme le Parti démocrate, sont en eux-mêmes des coalitions. Les républicains, ça va de l'extrême droite, vraiment l'extrême droite, au centre droit. Les démocrates, ça va de l'extrême gauche au centre gauche. Mais Bernard Guetta, moi je voulais vous faire arriver sur la situation politique française, absolument. Je veux bien, allons-y. Est-ce que vous avez écouté Emmanuel Macron? Est-ce que vous voyez un président empêché? Il n'a plus de majorité absolue, vous l'avez écouté hier, il a vanté le compromis, l'intelligence collective. Est-ce qu'au vu de ce que vous constatez aujourd'hui dans le paysage politique actuel, c'est possible? Est-ce que vous voyez... Écoutez, moi j'en suis convaincu pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a rien d'autre de possible. Qu'est-ce que vous voulez d'autre que le compromis? On doit arriver au compromis, on y arrivera, parce que nécessité fait loi. Parce que nécessité fait loi. Et la nécessité pour la France aujourd'hui, accessoirement pour l'Europe et accessoirement pour le monde, eh bien, c'est qu'il y ait une stabilité, une intelligence et une entente politique entre les forces politiques les plus raisonnables en France, et je pense qu'on y arrivera. Une question sur le fait qu'Emmanuel Macron, finalement, ne pourra pas se représenter dans 5 ans. Oui. C'est la Constitution. Il a cette phrase « Cela me pousse à être encore plus exigeant avec moi-même, à penser à la nation et à sa trace dans l'histoire ». Selon vous, vous qui connaissez bien Emmanuel Macron, c'est une obsession, cette trace qu'il pourra laisser dans l'histoire? Attendez, c'est une obsession chez tout homme politique et chez tout homme d'État, certainement plus chez Emmanuel Macron que chez beaucoup d'autres. Vous parleriez du syndrome, par exemple, Obama, certains décrivent cela, laisser finalement, après Obama, Donald Trump au pouvoir. C'est là aussi quelque chose qui marque le chef de l'État? Écoutez, encore plus que cela, parce que Barack Obama a laissé dans l'histoire le refus calamiteux d'aller sanctionner Bachar el-Assad quand il a employé les armes chimiques. Ça avait provoqué une prolongation de cette guerre épouvantable, ça avait provoqué la réimplantation de la Russie au Proche-Orient, etc. Non, véritablement, le fait que Emmanuel Macron ne puisse pas se représenter, eh bien, véritablement, le met face à ses responsabilités d'homme d'État et non pas d'homme politique. Bernard Guetta, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur LCI. Tout de suite, c'est la météo avec vous, Guillaume.